De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Corinne Azoumé, journaliste, Karim Maïzo, analyste politique, Malika Cher, éditorialiste. Tout de suite, le grand angle. Au Rwanda, le gouvernement s'apprête à lancer en 2018 le 4e plan stratégique de transformation de l'agriculture. Un plan ambitieux qui devrait permettre d'ici à 2023 d'accroître la production agricole de 10%, ce qui marquerait un pas significatif pour le Rwanda dans sa quête de l'autosuffisance alimentaire. C'est un reportage de Fraterne Ndakasianga. En 2018, le gouvernement rwandais commencera à mettre en œuvre le 4e programme de transformation agricole d'une valeur de 3,2 milliards de dollars américains. Ce programme cadre avec de nouveaux objectifs pour stimuler la croissance d'un secteur considéré comme essentiel pour atteindre le statut de pays à revenus intermédiaires. Et une bonne partie de cette somme sera investie dans la modernisation de l'irrigation. Le document de notre stratégie de transformation agricole est très clair sur certains points. Nous avons besoin très urgent de professionnaliser notre secteur agricole en mettant un accent particulier à la mécanisation et l'irrigation. Et tout cela nous exige de la consolidation en termes de culture et de méthodes de modernisation. In terms of crops that you're growing, consolidate in terms of the mechanization. Les projections montrent que le gouvernement augmentera la superficie irriguée de 48 500 hectares à 102 281 hectares au cours des 6 prochaines années jusqu'en 2023. Cela impliquera également l'extension des marais et l'irrigation des collines. Les agriculteurs pourront ainsi continuer leurs activités, même en période de sécheresse, comme c'est le cas ici à Rwamagana, à l'est du Rwanda. Ce barrage d'eau pour irrigation a une profondeur de 14 mètres et a une capacité d'1 million de mètres cubes d'eau. Il pourra couvrir 267 hectares de terres irriguées. C'est un système à canalisation qui sera opérationnel dès la prochaine saison de culture et permettra aux agriculteurs de mener leurs activités pendant toute l'année sans discontinuité. Au Rwanda, l'agriculture reste largement pluviale et souffre d'un certain nombre de contraintes sur la productivité et la rentabilité. Le nouveau plan stratégique verra non seulement la création de plus de 178 000 emplois, mais également réduira à 15% les ménages en situation d'insécurité alimentaire de 39% actuellement. Alors, il faut donc plus de 3 milliards de dollars pour financer ce programme. Karim Maïzo, qui pour le financer, ça reste donc la grande question. Voilà, le problème avec les Rwandais, c'est généralement, ils sont dans la communication que dans la réalité. C'est un pays où plus ou moins 40% du budget est financé par la communauté internationale. Et le reste par des ressources internes et les pillages de la RDC. C'est-à-dire que le jour où les robinets seront fermés autour, le robinet, c'est-à-dire la frontière de la RDC sera fermée, c'est fini, l'économie rwandaise va s'effondrer. Parce qu'un pays ne peut pas baser sa stratégie de développement sur 40% du budget qui est financé par l'extérieur. Alors, si on regarde le plan qu'ils ont fait sur l'agriculture, c'est un plan qui épouse généralement le plan stratégique du gouvernement rwandais pour la réduction de la pauvreté. Or, le plan rwandais pour la réduction de la pauvreté se base sur des chiffres qui sont faussés. L'Oxford Policy Management, OPM, qui est le cabinet qui validait les chiffres des indices économiques du Rwanda, s'est retiré de cette opération parce que les cabinets ne voulaient plus suivre dans la falsification des chiffres. Alors, ce programme qu'ils ont fait là actuellement se base sur ce qu'on appelle Integrated Household Living Conditions Survey. C'est un rapport qui a été publié en octobre 2015. Et lorsqu'on regarde ces rapports, lorsqu'on regarde le budget du Rwanda, on se rend compte que l'armée, qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois, emploie presque 400 000 personnes avec un budget énorme. Or, si on regarde sur le plan ethnique, l'armée est à majorité Tutsi. Tandis que l'agriculture, qui fournit 80% d'emplois, qui devrait normalement fournir 80% d'emplois, et dont 80% d'agriculteurs, c'est des Hutus, et ils n'ont que la moitié du budget que l'armée, par exemple, a.
Or, qui tient l'armée, qui tient l'économie, qui tient les services, c'est la minorité Tutsi anglophone venue de l'Ouganda. Tandis que la majorité Hutu et des Tutsis venus du Congo et ceux qui sont restés au Rwanda sont des laissés pour compte. Je ne pense pas que ces programmes... Donc vous penchez pour une ethnisation de l'économie? Non, je pense plutôt qu'on supprime l'ethnisation de l'économie, qu'on arrête de falsifier les chiffres, qu'on fasse une politique réelle, qu'on réduise le budget de l'armée. Le Rwanda, c'est 26 000 km², 11 millions d'habitants. Ils n'ont pas besoin de 400 000 militaires pour aller faire des guerres à gauche et à droite, financées par des Américains. Qu'ils arrêtent de falsifier les chiffres, qu'ils arrêtent de cacher leurs pauvres et qu'ils fassent un vrai programme basé sur des vrais chiffres. Parce que 40% du budget financé par l'extérieur, on est vulnérable. Et les 3 milliards de dollars viendront sûrement de l'extérieur. Je vous informe que simultanément, pendant que le Rwanda a mis en place cette politique, le 14 novembre au Congo, on a voté la loi réglementant l'agriculture qui a été adoptée au Sénat. Et cette loi ouvre les terres congolaises à tout vent aux étrangers qui peuvent s'y investir comme ils veulent et comme ils entendent. Et quel est le premier pays qui s'est proposé pour s'adonner à l'agriculture au Congo? C'est le Rwanda. Alors, d'un côté, on dit qu'on va créer des emplois au Rwanda. De l'autre, c'est le groupe de ceux qui sont aux affaires au Rwanda. Je vais dire l'élite politico-militaire économique. Ils vont aller faire des affaires au Congo. Alors, quand ils parlent de l'agriculture au Rwanda, je suis sceptique. Malika Cher. Je n'irai pas vers cette analyse, mais je la respecte véritablement. Je pense qu'il y a quand même un budget qui est conséquent, même si effectivement, vous avez raison, que les aides extérieures contribuent beaucoup dans le budget national du pays. Mais il y a une réalité, c'est que le Rwanda a quand même réussi à se sortir d'une situation plus que macabre en 1994, bien qu'il y ait des reproches à faire sur le plan politique. Il y a une volonté justement de sécuriser ce pays sur le plan alimentaire. Parce que si on n'arrive pas à nourrir sa population, on ne se développe pas. Et donc il faut saluer, même s'il faut voir plus en détail sur les détails des financements qui vont être accordés à l'agriculture, il faut saluer cet investissement. Le Rwanda doit justement parvenir à cette sécurité alimentaire via, par exemple, les nouvelles technologies. C'est un pays en pointe dans ce domaine-là. Et les nouvelles technologies vont de plus en plus être utilisées dans le domaine agricole. Alors pourquoi pas le Rwanda puisse être le modèle, justement, dans ce domaine-là. On ne parle pas beaucoup de nouvelles technologies, on parle surtout de rationalisation de l'eau, ce qui est important, mais je pense qu'il faut coupler les deux. Nouvelles technologies et agriculture pour permettre justement aux jeunes, d'ailleurs, d'intégrer de plus en plus ce secteur. Parce que en Afrique, le défi majeur, ça se pose en Rwanda, mais c'est pour tout le continent, le défi majeur, c'est de faire revenir les jeunes, les plus jeunes, au sein de l'agriculture. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes doivent devenir agriculteurs, bien entendu, mais il faut leur dire qu'il y a un avenir dedans via les nouvelles technologies. Et c'est ce qui peut être fait au Rwanda. Il y a des défis, il y a une démographie qui est importante. Il y a un étalement urbain qui est aussi important et qu'il faut contrôler, parce que si vous avez une expansion sur le plan démographique, vous avez une expansion sur le plan urbain et du coup vous avez des terres agricoles qui disparaissent et qui deviennent des terres où l'on construit des logements et donc des infrastructures, ce qui fait moins de place pour l'agriculture. Donc c'est un vaste chantier, mais je pense que le gouvernement rwandais est sur la bonne voie. Alors Kerwin Maïzo dénonce quand même ce que je disais tout à l'heure, une forme d'ethnicité de l'économie. Est-ce que vous avez un constat aussi sévère, aussi assez catastrophique du Rwanda sur le plan économique, ou de la répartition des budgets en tout cas? Alors, je pense que le Rwanda se relève de quelque chose de douloureux, effectivement. Moi, j'ai quand même cette impression, et je ne suis pas expert sur la question, mais je pense qu'il y a quand même cette volonté au début, du moins du président Kagame, de nommer des personnalités qui sont Hutus et qui ne sont forcément pas Tutsis. Et donc, il y a cette volonté de réconciliation nationale. Je ne suis pas dans l'avis qu'il y a une ostracisation d'une partie de la société. Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur une voie de réconciliation nationale, bien qu'il y ait des difficultés, bien qu'il y ait des problèmes de confiance au sein de l'armée, par exemple. Je peux partager cet avis. Mais c'est vrai que c'est assez complexe.
Corinne Azoumé, le pays semble réaliser quand même d'importants progrès, notamment dans le cadre de l'actuel programme de transformation agricole. Donc le numéro 3, ce sont là de bons résultats, notamment une réduction de la pauvreté qui aurait diminué de 39%. Bon, des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, comme le disait tout à l'heure Kerwin Maïzo, mais ce sont quand même de bons points sur lesquels pourra peut-être que le gouvernement pourra capitaliser auprès des Non, mais déjà, investisseurs. tous les organismes quand même financiers s'accordent à dire que le Rwanda quand même est un bon élève au niveau de l'agriculture, parce qu'il faut savoir que l'économie nationale repose déjà sur l'agriculture. Même si mon confrère estime que les chiffres sont quand même tronqués, il faut savoir qu'il y a justement une réelle volonté, voilà, d'investir dans l'agriculture pour une sécurité alimentaire, pour réduire la pauvreté. Ça, au moins, c'est une volonté. Maintenant, on parle des fonds. D'où proviennent les fonds? Là aussi, effectivement, c'est une question. Et est-ce que ce sont des prêts, ou ce sont des dons, ou ce sont des investissements, ou ce sont des accompagnements? Donc là aussi, mais quand même, il ne faut pas dénier au Rwanda, qui sort d'une situation post-génocidaire, de vouloir aller vers des programmes d'autosuffisance alimentaire. On parlait plus d'irrigation. Pourquoi l'irrigation? Parce que, bon, l'agriculture, elle est sujette quand même aux aléas climatique, où il y a de vastes pluies donc, qui emportent les récoltes, ou des sécheresses. Donc si cet investissement est alloué justement à une politique d'irrigation, c'est parce qu'on compte maintenant stabiliser cette agriculture pour permettre aux Rwandais de pouvoir manger à leur faim, parce qu'il faut savoir que ce secteur emploie quand même, disons, plus de 60% d'hommes valides, plus de 81% en tout cas qui se nourrissent autour de ce secteur de femmes. Donc, il ne faut pas aller de façon pessimiste et impliquer toutes ces corrélations politiques entre la RDC et le Rwanda. Il faut cesser même de parler de Hutu et de Tutsi. Il faut parler du Rwanda tout court. Je dois vraiment faire une précision. Déjà, je ne suis pas en train d'être en porte-à-faux par rapport au programme agricole du Rwanda. Je dis tout simplement qu'on doit cesser avec la communication, on doit être dans le réel. Les chiffres économiques du Rwanda, c'est des chiffres falsifiés. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé des organismes financiers internationaux. Les mêmes organismes qui notent la Banque mondiale noir sur blanc, Rwanda, premier producteur du coltan, qui n'a pas. Donc on n'a pas confiance à ce qu'ils racontent par rapport au Rwanda. Parce que les génocides, qui est un événement, un crime contre l'humanité. Hein. Et je fais partie de l'humanité. Ça concerne tout le monde. Ça ne doit pas être une espèce de cache-sexe où on ne doit plus parler du Rwanda parce que, bon voilà, les chiffres sont falsifiés. Je dis, cessons de regarder, de suivre l'heure. Soyons réalistes. La réduction de la pauvreté, les chiffres qu'ils donnent sont fausses. Les cabinets britanniques, ça s'appelle OPM. Alors, quels sont les vrais chiffres, Kerwin? Déjà que la production n'a pas été, disons, la pauvreté n'a pas été réduite de 6%. Si on fait... non, 39%. Oui, 39%, ce n'est pas ça, c'est au-delà de 39% déjà. Et j'ai dit, on ne peut pas avoir un programme aussi ambitieux de 3 milliards 200 millions de dollars avec une économie, je vais dire, un budget qui repose d'un côté sur les aides et de l'autre sur une partie ce que le Rwanda produit et l'autre partie sur le pillage de la RDC. Donc c'est très fragile. Avoir ces programmes, les compétences, ils en ont. La volonté politique, ils en ont. Mais qu'ils soient réalistes, qu'ils basent leurs programmes sur de bons chiffres et qu'ils arrêtent de faire de la communication. On parle d'un sujet sérieux, c'est l'agriculture. Malik, un dernier mot peut-être? Rapidement, alors moi je comprends cet avis, mais moi je ne partage pas forcément cette analyse parce que je pense quand même que le Rwanda s'efforce, on peut discuter sur les chiffres bien évidemment, mais s'efforce d'avoir une gouvernance
transparente. Quand on reproche souvent au pays de fermer le jeu, de ne pas accueillir des ONG, de leur dire non, vous n'avez pas le droit d'accéder à nos données, alors que le Rwanda fait quand même le contraire, en associant notamment des ONG dans l'élaboration de projets agricoles ou sur les TIC ou autres domaines. Donc c'est vrai que là, il y a un débat de fond les ONG nous pourrait mener. Bien sélectionnées. Pas forcément, je ne suis pas d'accord sur ça. Ça va peut-être faire l'objet d'un tout autre débat, mais pour l'heure, on va marquer une courte pause.